Bonjour Alice, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode encore un petit peu spécial. C'est l'été, on se lâche sur les épisodes spéciaux. Spécial pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on va parler du livre d'Alice qui sort le 5 septembre. On ne sait pas exactement quand on va sortir cette vidéo. Mais voilà, le nouveau livre d'Alice, on va en parler aujourd'hui. Merci Lucie de proposer cet épisode ensemble. Avec plaisir, c'est toujours sympa et puis évidemment c'est un lien avec Harry Potter. Exactement. T'as vu, je me suis mis aux couleurs d'ailleurs. Pour ceux qui regardent en vidéo, je me suis mis aux couleurs à la fois de Harry Potter et de mon livre. Oui, effectivement, c'est aux couleurs de ton livre, car ton livre, donc le Magic Express, qui sort le 5 septembre, a une couverture similaire à l'image que tu as mis en fond. C'est donc Alice, le viaduc, De Glenfinnan. C'est ça, tu m'attendais sur le nom écossais? exactement, que tu as visité du coup très récemment quand tu es allée en Écosse et dont on a parlé dans notre dernier épisode spécial sur l'Écosse. Exactement. Ouais, pour moi, c'était important de prendre le. On va peut-être commencer par ça si c'est OK pour toi. Ouais. C'était important pour moi. En fait, tout de suite, dès que j'ai eu l'idée du nom du livre, le Magic Express, c'est venu vraiment comme une évidence. Et bah, pour moi, de toute manière, ce livre, c'est un voyage, en fait. Donc, j'invite le lecteur à monter à bord du Magic Express pour aller se transformer, pour découvrir qui il est à travers, du coup, la puissance de Harry Potter. Donc, en réalité, tu prends vraiment un train. Et du coup, évidemment, c'était une évidence que de mettre le Jacobite Train sur la couverture de mon livre. Donc, le Jacobite Train, c'est le train qui passe justement sur le viaduc de Glenfinnan que vous voyez derrière moi ici. Voilà, j'ai un petit peu de mal avec la vidéo, mais on va essayer de le garder quand même en version le plus audio possible pour ceux qui écoutent sous format podcast. Ouais. Hello, ici Alice en direct de l'édition de l'épisode. Petit message pour vous dire que si jamais vous écoutez cet épisode avant le 5 septembre, vous trouverez dans la description de l'épisode le lien vers le lien de précommande pour pouvoir commander votre livre en avant-première avec une réduction de 5%. Vous avez le code promo dans la description. Et si jamais vous êtes sur Paris, sur la région parisienne, le 5 septembre, vous pouvez me retrouver le 5 septembre au soir de 18h à 20h à la librairie Hello dans le 19e arrondissement, avec joie de se retrouver, de vous rencontrer et puis de dédicacer vos livres, tout simplement. Voilà, je vous souhaite une belle écoute. Du coup, oui, Alice, est-ce que tu pourrais nous pitcher ton livre un petit peu rapidement pour nous en dire plus? Effectivement, donc, le titre, c'est Le Magic Express et le sous-titre, ça va être Révèle ta puissance intérieure grâce à Harry Potter. Est-ce que tu peux expliquer, pour ceux qui ne seraient pas au courant, qui n'auraient pas suivi les actus sur notre compte et sur ton compte perso aussi? Ouais, carrément. Alors, l'objectif de ce livre, c'est d'offrir aux Potteriens, aux Potterheads, un voyage magique pour les reconnecter à leur puissance intérieure. Et tout ça en revisitant les aventures de Harry, Ron et Hermione, mais sous un angle transformateur et symbolique. Alors pourquoi est-ce que je dis puissance intérieure? Ce livre, pour moi, il fait le lien entre deux passions de ma vie. La passion d'Harry Potter, évidemment, mais ça, je pense que c'est quelque chose qui nous réunit tous et toutes sur ce podcast, en tout cas toutes les personnes qui écoutent. Et à côté de ça, j'ai une autre passion depuis bah, presque 20 ans, c'est tout ce qui concerne le développement personnel. D'ailleurs, j'en ai fait mon métier puisque je suis coach et thérapeute et j'accompagne des personnes à transformer leur vie pour réussir à mieux vivre finalement ce qui se passe dans leur quotidien. Et j'ai décidé de réunir les deux. Ça faisait longtemps que j'avais cette idée en tête de réunir les deux, de faire un pont entre finalement l'univers magique de Harry Potter et la magie qu'on a en nous. Parce que pour moi, justement, tout ce que j'ai découvert depuis 20 ans d'exploration personnelle et puis d'études, etc., c'est que finalement, tout ce qu'on peut découvrir sur soi, on a toute une malle à outils, une malle à trésors même, j'ai envie de dire, une boîte à magie à l'intérieur. Et derrière, c'est des outils, des pouvoirs magiques qu'on peut déployer. Et depuis longtemps, en faisant mes relectures d'Harry Potter, quand je relis Harry Potter aujourd'hui, je vois plein de choses d'outils qui peuvent servir dans la vie concrète pour se transformer et pour vivre une vie hyper épanouie. Voilà, et donc ça, c'est ce que je fais pour moi. Et du coup, ce que je fais aussi avec mes clients dans mon activité pro. Et j'avais envie de vraiment utiliser l'univers d'Harry Potter pour proposer un nouvel angle de lecture de l'univers d'Harry Potter à toutes les personnes qui sont fans d'Harry Potter. Et bah, c'est super ça. Et je suis sûre que ça va parler à plein de personnes. Et si on a des personnes ici qui sont fans d'Harry Potter, comme je suis sûre que c'est le cas, mais qui n'y connaissent rien au développement personnel,
est-ce que ton livre peut les intéresser? Ouais, carrément. En fait, c'est une porte d'entrée. Et moi, ce que j'adore, c'est de dire que l'important, c'est tout ce qui va vraiment apporter de la pratique. Donc, l'idée, c'est pas d'aller dans des concepts théoriques et d'aller expliquer des choses, tu vois, de psychologie en détail, de mécanismes de fonctionnement, mais c'est vraiment d'aller dans quelque chose de pratique qui peut servir au lecteur rapidement. Donc, il y a énormément de comparaisons qui sont faites avec l'univers d'Harry Potter, que ce soit des leçons qui sont transmises à travers certains personnages, certains objets, certaines créatures magiques. On pourra en reparler certains exemples si tu veux après. Et l'idée, c'est tout de suite de les mettre en lien avec la vie de la personne et comment est-ce que la personne peut venir transformer ça. Donc d'ailleurs, je propose des questions d'exploration aussi pour que la personne aille vraiment chercher à l'intérieur d'elle, du coup, ce à quoi ça fait miroir, etc. Mais vraiment, c'est accessible à des personnes voilà, qui se sont jamais trop intéressées au dev perso en amont, quoi. Si jamais les lecteurs sont déjà intéressés ou ont déjà fait un travail d'exploration intérieure, etc. C'est tout à fait OK aussi. Juste, l'angle de lecture va être peut-être différent parce qu'il y aura des choses qui vont parler à un autre niveau, quoi. Mais voilà, en tout cas, l'idée, c'est vraiment que ce soit accessible à tout le monde et de rester dans quelque chose qui est vraiment très pratique et très lisable par le grand public, quoi. Super. Et pour le coup, côté inverse, si jamais on a des personnes qui écoutent ce podcast parce qu'ils sont fans de développement perso mais qui n'y connaissent rien à Harry Potter, est-ce que ça peut les intéresser aussi? Alors, j'ai fait lire mon livre à plusieurs personnes avant qu'il sorte, dont plusieurs personnes qui ne connaissent absolument pas l'univers d'Harry Potter, mais qui ont eu la gentillesse quand même de relire mon livre et qui m'ont dit que ça leur avait beaucoup apporté. Donc oui, a priori, même si tu connais pas Harry Potter, tu peux tirer. De toute manière, je réexplique les concepts, tu vois. Bon, je vais pas réexpliquer l'intrigue globale de Harry Potter, quand même. On va rester Quand sur la même. base. Mais par contre, je vais réexpliquer des aspects essentiels, tu vois, de l'intrigue à chaque fois, quoi. Ok. Mais bon, c'est sûr que si tu connais pas du tout, tu vas quand même passer à côté d'un grand nombre de métaphores et de comparaisons. Mais bon. Après, de toute manière, je pense que l'effet secondaire, et ça, il y a beaucoup de personnes qui me le disent, c'est que l'effet secondaire que je fais aux gens, c'est que ça leur donne envie d'aller lire ou d'aller voir les Harry Potter. Mais je pense pas que ça soit trop la cible de notre public, tu vois, parce que bon, si vous êtes là, a priori, c'est que bah, vous aimez bien Harry Potter déjà, quoi. A priori. Ce que je te propose, c'est que je lise ton synopsis et comme ça, après, on peut attaquer directement sur ton livre. Carrément. Toujours pas reçu ta lettre pour Poudlard? Et si elle arrivait aujourd'hui? Bienvenue à bord du Magic Express, un voyage initiatique entre développement personnel, spiritualité et magie potterienne. Ce livre est un guide initiatique pour tous les moldus en quête de magie intérieure. Il t'embarque à travers les figures emblématiques de la saga Harry Potter pour découvrir comment activer ta puissance et créer une vie plus alignée, plus joyeuse, plus magique. Tu apprendras à te connecter à ton identité profonde avec le Choixpeau, libérer ton potentiel de magicien, devenir l'élu de ta propre vie et attirer à toi ce que tu désires, avec ou sans baguette. Prêt à révéler le sorcier ou la sorcière qui sommeille en toi? Je jure solennellement que mon âme est magique. Voilà du coup le synopsis de ton livre, Alice. Très beau synopsis. Merci. Alors, juste pour l'info, pour ceux qui nous écoutent, je n'ai pas encore voulu lire son livre entièrement parce que j'ai envie de l'avoir dans mes mains pour pouvoir le lire. J'ai quand même lu l'introduction et le sommaire. Comme ça, on va pouvoir en parler un petit peu. Mais voilà, je voulais pas me spoiler entièrement ce qui se passe dans ton livre. Yes. On va donc parler de l'intro pour commencer, étant donné que c'est ce que j'ai lu et que bah, c'est une bonne introduction, vu que c'est l'introduction. Ce que j'aime beaucoup de ce que j'ai vu de l'intro, et je suis sûre que le livre entier prend la même tournure, c'est le fait que tu suis vraiment le voyage de Harry. Et donc l'introduction commence avec l'éveil, entre guillemets, tu es un sorcier Harry. Mm. Et donc tu commences vraiment avec ouais, le voyage du héros et tu suis son parcours comme si, de ce que j'en vois, comme si le lecteur est lui aussi un sorcier, mais qu'il ne le sait pas encore. Et qu'en fait, il va venir faire ce parcours, ce chemin. Et c'est toi le mentor, entre guillemets, qui va pouvoir aider à éclairer ce chemin. Et donc, tu vas avoir plein de rôles différents. Tu vas avoir celui de Hagrid, qui leur permet de savoir que eux aussi sont des sorciers. Tu vas avoir le rôle de Dumbledore, qui va pouvoir peut-être plus expliquer des choses un peu profondes à Harry, mais pas forcément tout le temps, que ce qui est opportun au bon moment. Et tu vas avoir le rôle bah, de n'importe quel personnage de Harry Potter,
des sorciers, je parle pas des moldus, mais des sorciers qui vont venir faire grandir Harry sur certains sujets. Hermione qui va apporter des connaissances aussi, Ron qui va apporter un petit peu plus de fun, ce genre de choses. Ouais, en fait, c'est à peu près ça, sauf que c'est pas moi le mentor. Effectivement, c'est les personnages les mentors. Moi, j'aime beaucoup la métaphore de Elisabeth Gilbert qui dit que les idées viennent s'incarner à travers un auteur. Et effectivement, l'idée, c'est vraiment que les personnages et le fil de la saga guident les lecteurs. D'ailleurs, on va revenir dessus peut-être, il y a 7 chapitres, comme les 7 livres, parce que pour moi, bah, il y a 7 années à Poudlard et il y a 7 étapes indispensables pour devenir pleinement un sorcier. Et effectivement, l'idée, c'est, dans mon livre, c'est vraiment d'amener les personnes de passer à Moldu à sorcier, mais dans la vraie vie. Et en ça, là, tu vois, pour le coup, là où je me diffère de J.K. Rowling dans son univers, c'est que dans l'univers de Harry Potter, il y a des moldus et des sorciers. Et tu peux pas devenir sorcier si t'es un moldu. L'exemple de Pétunia, par exemple, est excellent, hein. Pétunia, Ouais. elle veut aller à Poudlard, mais elle peut pas parce qu'elle est moldue. Elle a pas de pouvoir magique, donc elle peut pas. Pour moi, c'est différent. C'est-à-dire que je considère que chacun d'entre nous, on a des pouvoirs magiques. On est tous des sorciers en dormance, des sorciers en devenir. Et derrière, est-ce que toi, en tant que lecteur, tu choisis de réveiller tes pouvoirs magiques et d'apprendre à les utiliser? Et si oui, tu peux passer de moldu à sorcier. Et si tu décides, bah non, en fait, que tu as envie de rester, de laisser ta magie personnelle de côté, et ben du coup, tu vas rester un moldu ou un craque-molle, quoi. Ouais. Mais en tout cas, pour moi, il y a vraiment un potentiel magique à l'intérieur de chacun d'entre nous, un potentiel magique personnel. Et le livre t'aide à dévoiler ton potentiel magique personnel, en fait. Effectivement, tu le dis vraiment dans ton intro. euh, Tu dis qu'on devient sorcier magicien. Et j'ai envie de faire le parallèle avec une phrase. Alors, j'ai déjà parlé d'une phrase qu'il y a dans ma salle de sport. Je vais en parler d'une autre, mais c'est vraiment en lien. La phrase, c'est Life isn't about finding yourself, life is about creating yourself. Donc, du coup, la vie, ce n'est pas te trouver, c'est te créer. Et pour moi, ça fait vraiment écho à ce que tu partages. Et effectivement, le fait que, bah ouais, on est tous des sorciers au fond de nous, des magiciens, mais il suffit juste de le réveiller, de l'activer, et donc, du coup, de te créer cette partie de toi. Tout comme dès qu'on a une nouvelle passion, la plupart du temps, c'est juste qu'on est passionné de quelque chose, c'est pas qu'on a les bons attributs pour. On peut avoir des dons un peu naturels, comme, je sais pas, savoir bien jouer d'un instrument ou avoir, je sais pas, des dons pour un sport en particulier. Mais généralement, on crée ça parce qu'on passe du temps, parce qu'on est passionné, parce qu'on a envie de s'investir. Mais en fait, c'est la même chose pour devenir un sorcier. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, c'est aussi la même chose en analogie avec les 4 maisons. Ouais, c'est ça, tu m'as devancé. Mon point suivant, c'était en lien avec les 4 maisons. Tu dis qu'effectivement, à travers ce voyage, il va falloir s'armer des qualités de toutes les maisons, donc des 4 maisons. Et effectivement, on en a déjà parlé dans l'un de nos premiers épisodes de podcast sur les 4 maisons, mais je te laisse plus développer ce que tu veux dire par rapport à ça. Ouais, en fait, c'est vraiment un point essentiel pour moi dans le premier chapitre du livre, pour le coup. La première étape du voyage, le premier chapitre, c'est autour de l'identité. Et d'ailleurs, ben, la première chose que Harry y fait quand il arrive à Poudlard, c'est de se faire répartir à travers le choix-peau magique. Et donc, il y a une question d'identité, de connaissance de soi, de savoir qui suis-je, comment est-ce que je me définis. Bon, même si le choix-peau magique te définit et que c'est pas toi qui te définis, quoique il y a la puissance du choix et de pouvoir choisir sa maison quand même, hein. Et voilà, et en fait, cette question d'identité et de connaissance de soi, elle est à la base de tout. Et d'ailleurs, tu vois, quand on dit connais-toi toi-même, etc., enfin, c'est la base de toutes les philosophies. Donc c'est vraiment la première étape. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on avait déjà évoqué dans l'épisode de podcast sur les 4 maisons. Qui est l'épisode numéro 2? Spécialiste de tous les épisodes. Tling tling. On en avait déjà parlé, on a toutes les maisons en nous. Donc derrière, il y en a une qui résonne plus forcément avec notre personnalité, avec notre part de personnalité qui est la plus forte. Mais finalement, l'équilibre et la tempérance d'un individu vient de la régulation à travers ces 4 jauges d'énergie en quelque sorte. L'énergie Gryffondor, Serpentard, Serre d'Aigle et Poufsouffle. Et finalement, si on se sent pas du tout connecté à la maison Gryffondor ou à la maison Serpentard, ça peut être intéressant d'aller voir comment est-ce que je peux faire pour développer ces capacités-là, parce que c'est quelque chose qui va venir rééquilibrer la personnalité. Alors que si par exemple on considère qu'on est 100% Poufsouffle et rien d'autre, ou bien 100% Gryffondor et rien d'autre, ben, on va avoir à la fois
les qualités de la maison, mais aussi les défauts exacerbés, en fait, les deux. Donc du coup, ça va venir déséquilibrer la personnalité. Et finalement, comme on a toutes ces forces en nous, c'est important de savoir les utiliser et de savoir tirer la bonne carte au bon moment. Aussi, et quand tu dis justement que l'important, c'est de se créer, pas de se trouver, ou je sais plus comment tu l'as dit exactement. Ouais, c'est ça. Ouais, en fait, il y a vraiment toute cette notion de l'identité qui est au centre en fait du premier chapitre. Je pense qu'il y a des choses qui sont pas forcément toujours bien comprises, où il peut y avoir des amalgames qui sont faits. Et en réalité, moi, ce que je trouve magnifique dans l'univers d'Harry Potter, c'est que il y a des personnages qui sont un rejet de qui ils sont de base, qui sont un rejet d'une partie de leur personnalité, ou bien au contraire, qui se sont tellement identifiés à leur passé qu'ils peuvent pas se transformer. Donc, dans le premier cas, par exemple, on a Hagrid qui est un rejet de sa nature de demi-géant, par exemple, et qui refuse d'accepter qu'il est demi-géant, qui refuse de le nommer, voilà, qui veut même se faire passer pour un humain, quoi. Et à l'inverse, on a Drago Malfoy qui est complètement conditionné par son passé et qui ne peut pas se détacher de son passé. Et finalement, ce qui est trop beau, c'est le chemin d'acceptation qu'il y a de chacun des personnages dans le fait d'accepter de où je viens et de dire bah ça fait partie de moi en fait. Je peux pas le renier, je peux pas l'effacer. Ça fait partie de ça. Et derrière, j'ai un certain nombre de choix qui sont possibles. Alors, euh, des fois, il y a une illusion de dire il y a un choix infini de possibles. Moi, je considère qu'il y a énormément de possibles. Un peu comme si tu es en voiture et puis tu as ton GPS, tu vois, et tu décides d'aller depuis Bordeaux, tu décides d'aller à Paris. Ben, en fait, on va te proposer une route, mais il y en a plein des routes. Tu peux choisir de prendre la petite route de campagne, tu peux décider de passer par Nantes, ça va te rallonger le chemin. Mais si tu as envie d'aller voir une pote qui habite à Nantes sur le chemin, bah voilà, tu vois, c'est l'occasion. Tu peux décider de passer par la petite route, tu vas avoir des jolis paysages, tu peux décider de passer voilà, par où tu veux en fait finalement. Finalement, si jamais à un moment donné tu décides de changer la destination de ton GPS, on va te reproposer un nouvel itinéraire et ensuite tu as encore plein d'itinéraires différents. Et finalement, à chaque fois, comme ça, on a le choix de changer la destination, de vers où on veut aller et de choisir quel est l'itinéraire finalement qu'on nous propose. Et ça, c'est trop beau parce que ça ramène vraiment la puissance du choix, qui est d'ailleurs une des thématiques essentielles hein, de Harry Potter. Mais ça nous ramène aussi à notre propre responsabilité de dire qu'est-ce que tu veux faire? De qui tu es, de où est-ce que tu en es. Finalement, ça nous ramène aussi dans cette responsabilité de créateur. C'est une notion que j'aborde beaucoup justement dans le livre de, en fait, on vient créer sa propre vie. On vient créer sa propre expérience, ses propres perceptions. D'ailleurs, ça va faire une belle transition avec le chapitre 2. Mais finalement, ma perception du monde sera différente de la tienne, sera différente de celle de chacun des auditeurs qui nous écoutent. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de créer? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? C'est moi qui vais me créer ça. Ouais, et ça vient faire écho justement à d'autres points que je me suis notés. À un moment dans l'intro, tu cites J.K. Rowling qui parle de ses idées qu'elle reçoit, qui la contacte quand elle écrit. Donc je cite J.K. Rowling que tu cites dans ton livre. Ça ressemble à une découverte plutôt qu'à une création. Les bonnes idées donnent l'impression que tu les as découvertes, qu'elles étaient là, attendant d'être découvertes, plutôt que de les avoir réellement créées. Ouais, en fait, c'est ça, le fait que les bonnes idées, elles sont cachées de ceux qui sont pas prêts à les voir. Et ça me fait penser du coup à ce que tu disais par rapport au GPS. Effectivement, c'est comme les chemins. En fait, si tu as envie de voir que celui qui est le plus rapide et celui qui va te faire aller le plus rapidement d'un point A à un point B, celui qui va prendre le moins de kilomètres, donc sans doute le moins d'essence, bah tu vois celui-là. Mais si jamais tu veux aller chercher celui qui va te prendre, oui, des détours, un petit peu plus de pétrole, donc un petit peu plus cher peut-être, sauf que tu vas plus profiter du voyage, parce que tu vas faire d'autres étapes, donc du coup tu vas découvrir des nouvelles choses, etc. Bah, en fait, tu peux totalement. Et ça me fait aussi penser à autre chose que tu dis un peu plus loin dans l'introduction. Tu dis un petit peu plus loin que chaque action porte une intention. Et pour moi, c'est ça aussi, dans le choix. Bah, en fait, tu vas faire un choix et faut que tu sois heureux avec ce choix. Parce que tu avais par définition plusieurs choix. Ça fait beaucoup de fois le mot choix, mais vous allez comprendre. Il faut choisir entre plusieurs possibilités. Et celle que tu choisis, c'est celle que tu décides d'appliquer, en tout cas pour un moment donné. Et peut-être que, bah, oui, effectivement, si jamais tu décides que c'était pas le bon choix, bah, tu peux rattraper et prendre une autre route. Mais en attendant, tu as déjà commencé à t'embarquer sur celle-là. Donc tu dois aller jusqu'au bout avant de pouvoir aller sur autre chose. Enfin, il y a une dernière partie dans l'introduction que j'ai beaucoup aimée. Tu dis, la vocation de magicien n'arrive pas par hasard. Et la révélation, tu es un sorcier, elle arrive pour toi
quand c'est juste. Et ça, j'aime beaucoup. C'est pas forcément l'idée que, effectivement, tu reçois une lettre à tes 11 ans, mais que ça arrive au bon moment. Est-ce que tu veux nous en parler? Ouais, carrément. Pour moi, cette notion, alors ça c'est ce qu'on a un concept hein, en dev perso, on appelle ça l'éveil. Alors après, il peut y avoir beaucoup de choses mises derrière, il y a beaucoup de choses qui peuvent être en lien avec l'ego, donc ça on va écarter. Mais en tout cas, de s'éveiller à une autre dimension de soi, euh, il y a un moment, en fait, on peut pas décider quand est-ce que ça va arriver. Quelque chose qui peut venir s'ouvrir, en fait, à un moment donné, quoi. Et donc, il y a des personnes à qui ça va parler, ce truc-là. Moi, par exemple, ce que je peux partager, c'est dans mon expérience personnelle, j'ai vécu ce truc d'éveil sous format d'un accident de voiture. J'ai eu un accident de voiture, c'était en 2016, au Canada. Avant ça, j'étais embarquée dans une vie très moldue, qui me convenait pas trop. J'en parle un petit peu dans l'intro, justement. Et finalement, en 2016, il y a eu une rupture, quelque chose qui s'est transformé. Et j'ai vraiment la sensation qu'un grid a débarqué dans ma vie et a tout changé. Donc, tout changé dans ma vision des choses, comme si je découvrais qu'il y avait un autre monde. Et c'est exactement ce qui se passe avec Harry, tu vois. En fait, il a pas choisi. Et d'un seul coup, le jour de ses 11 ans, hop, il y a quelqu'un qui débarque en mode, hé, mec, en fait, tu sais pas, mais t'as un coffre-fort avec plein de galions sous tes pieds à la banque. En fait, tu sais quoi, t'es un sorcier, t'as des pouvoirs extraordinaires. Il y a tout un monde que tu connaissais pas, qui était invisible à tes yeux jusqu'à présent, mais qui existe en vrai. Et c'est un peu la sensation que j'ai eue à ce moment-là. J'ai découvert plein de choses en moi à travers un travail personnel intense, parce que du coup, je me suis rendu compte que j'étais pas heureuse du tout dans ma petite vie de Moldu et tout, et que j'avais vraiment envie de faire quelque chose de différent de ma vie. Et en fait, au fur et à mesure, je suis allée chercher ces ressources intérieures, je suis allée chercher comment je pouvais déployer ses propres pouvoirs magiques intérieurs. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que, à travers ce que j'apprenais, il y avait énormément de ponts à faire avec justement la magie d'Harry Potter. Ne serait-ce que, par exemple, tu vois, tout le travail qu'on peut faire sur les émotions, sur sa gestion émotionnelle, la maîtrise de la pensée, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont très, très en lien avec l'occlumencie. Ça, c'est une des étapes essentielles dans le livre, dans le deuxième chapitre, en fait. On parle beaucoup, je parle beaucoup des perceptions de, euh, de nos mondes intérieurs, et donc ça va notamment avec tout l'émotionnel. Et en fait, l'émotionnel est très relié au flux de ce qui va circuler à l'intérieur. On dit des fois de laisser circuler ses émotions, etc. Mais en fait, il y a plein d'analogies qui peuvent être faites avec comment est-ce que la magie circule, comment est-ce que le flux de magie circule en nous. Et il y a des moments où, par exemple, il y a certains personnages qui sont coupés de leur propre magie. Par exemple, je te donne un exemple pour essayer de plus expliquer ce concept de lien entre les émotions et la magie. Euh, Tu prends Mérope, la mère de Voldemort. Quand Mérope, elle est tombée amoureuse de Tom Jedusor Senior, elle est tombée enceinte, bon, elle lui a donné un filtre d'amour, soit dit en passant, hein. Euh, et du coup, à un moment, elle a dit, bon, bah, je suis enceinte, il va rester pour le bébé, quoi. Et du coup, elle a décidé d'arrêter de lui donner un filtre d'amour. Et en fait, il est parti. Euh, et elle, en fait, elle a eu la sensation de plus être aimée. Elle a eu la sensation finalement que l'amour avait disparu de sa vie. Et tu sais, donc il y a Dumbledore qui dit à ce moment-là, quand il découvre avec Harry justement l'histoire un peu de Voldemort, il dit à Harry qu'il est possible que justement un amour non partagé et le désespoir et la souffrance qui a résulté pour Mérope, la mère de Voldemort, l'ait privé de ses pouvoirs magiques. Et il dit c'est des choses qui arrivent parfois. Et en fait, on a un autre exemple comme ça. Est-ce que tu sais, un personnage sur la fin des Harry Potter qui a un amour non partagé et qui se retrouve avec une magie très très faible. Ça te parle? Ouais, on en a déjà parlé. Mais là, du coup, j'ai un bug. Alors, je vais te donner un indice. C'est dans Harry Potter 6 et c'est un personnage qui fait partie de l'Ordre du Phénix qui se retrouve très affaibli. Tonks. Exactement. Effectivement, dans le livre, dans Harry Potter 6, on parle de Tonks, mais on ne le voit pas du tout dans le film. Ça a été totalement évincé. Tonks qui est amoureuse de Rémus, et Rémus ne veut pas lui donner cet amour réciproque. Il a peur que ça impacte trop Tonks dans sa vie. Le fait qu'il soit un loup-garou, qu'elle va souffrir, que potentiellement le jour où ils auront un enfant, il va lui refiler tout ce qui est la lycanthropie, etc.
Et donc, du coup, Tonks, elle est totalement désespérée et elle est dans une dépression profonde. Et ça affecte effectivement sa magie. Elle arrive plus vraiment à se transformer, donc ses dons de métamorphomage ne marchent plus vraiment. Son patronus, il change également. Mm. Et ouais. Ouais. Et en fait, du coup, d'une certaine manière, elle perd le contrôle de sa propre magie et de ses pouvoirs à cause de ça. Et donc, en fait, voilà, là, on se rend compte que finalement, les émotions vont affecter la magie. Et on a un autre exemple totalement différent, puisque là, c'est d'un cas où la magie disparaît de la personne. On a un autre cas où les émotions vont affecter fortement la magie d'une personne. Alors ça, c'est des choses qu'on voit pas directement dans... Alors, on ne le voit pas dans les films d'Harry Potter, on le voit dans les livres d'Harry Potter et on le voit dans les animaux fantastiques aussi ou des émotions très fortes, notamment des colères très fortes, ou un sentiment d'injustice ou une peur très forte va déclencher une réaction magique extraordinaire. Tu vois de quoi je veux parler? Oui, d'Ariana. Ariana, la sœur de Dumbledore. Ouais, exactement. En fait, Ariana, la sœur de Dumbledore, elle a été traumatisée quand elle était petite parce qu'elle a déclenché sa magie, ben, comme les sorciers font, à 6 7 ans, voilà, enfin, sa magie s'est déclenchée. Et il y a des moldus qui l'ont vue et qui se sont allés la voir en mode «Ah, mais qu'est-ce que t'as fait? Remontre-nous!» Et en fait, elle a pris peur et elle s'est fait un peu... euh, elle s'est fait agresser par ces moldus. Et du coup, ça l'a traumatisée. Et derrière, elle voulait plus faire de magie parce qu'elle avait peur, du coup, enfin, ce traumatisme s'est ancré en elle. Et du coup, ça a développé ce qu'on appelle un obscurus en elle, donc une entité parasite qui naît du refoulement de la magie justement chez les jeunes sorciers. Et c'est très intéressant parce que comme je dis, il y a un parallèle entre la magie et les émotions. Mais comme s'il y avait quand il y a des personnes par exemple qui refoulent leurs émotions, il y a des choses qui vont venir s'engrammer dans le corps aussi. Ça, c'est des choses qu'on explique vachement bien justement d'un point de vue du mécanisme psychocorporel de comment est-ce qu'on réagit au niveau émotionnel. Euh, mais voilà, du coup, l'Obscurus, cette entité parasite, va prendre le contrôle sur elle et va venir créer, dès qu'il va y avoir une émotion très forte, ça va faire disjoncter sa magie et ça va éclater et il va y avoir une déflagration de magie très forte. C'est comme ça que sa mère meurt, puisque d'un seul coup, sa magie explose et du coup, sa mère meurt dans cette magie voilà, qui a explosé. Et c'est la même chose, du coup, dans Les Animaux Fantastiques, le premier film, pour ceux qui l'ont vu, ou Croyance en français, Credence en anglais. C'est toujours un peu délicat les prénoms qui changent comme ça sur, sur les animaux fantastiques, mais voilà, croyance et aussi a aussi ce parasite à l'intérieur de lui pour la même raison, c'est-à-dire qu'il y a eu un traumatisme enfant, il a été battu et élevé dans un environnement hostile à la magie, et du coup il a étouffé sa magie pour pas la faire sortir. Et derrière, bah, dès qu'il y a une émotion très forte, sa magie explose et devient complètement incontrôlable. Et pour moi, c'est une énorme métaphore de ce qui peut se passer au niveau émotionnel, de quand on refoule nos émotions, on les refoule, on les refoule, on les refoule, au bout d'un moment, ça finit par exploser, au moment où on s'y attend pas. Et c'est un peu comme une réaction cocotte minute. Moi, j'aime bien mais cette métaphore-là aussi pour... on avait la métaphore sorcière avec les obscurus, maintenant c'est la métaphore moldu avec la cocotte minute. La cocotte minute, c'est quoi? C'est que, imagine, tu mets ton émotion dans la cocotte minute et en mode je ferme le couvercle et je regarde pas, tu vois. Non, genre il y a de la colère, mais hop, je la laisse dans la cocotte minute, mais non, c'est pas de la colère, tout va bien et tout. Sauf que la colère, elle va grossir, grossir, grossir. Et puis à un moment, en fait, il va y avoir tel. Enfin, tu vois, en fait, l'émotion, elle a quelque chose à te dire. Elle a un message à te faire passer. Si elle est là, c'est que peut-être que la colère, c'est parce qu'en fait, tu te sens pas respecté. Et t'as besoin de l'exprimer, en fait, que c'est pas ok. Tes limites, elles sont pas respectées. T'as besoin de, de partager ça. Et à un moment, en fait, du coup, elle va grossir, grossir, grossir jusqu'à ce que tu l'entendes. Mais du coup, à un moment, si la cocotte minute, si jamais il y a trop de pression à l'intérieur, ça explose. C'est pour ça qu'il y a il y a une petite soupape pour faire sortir l'air. Et si on n'a pas de soupape pour réussir à faire sortir son émotion forte, bah c'est pareil, ça explose. Et en général, une colère qui va exploser au mauvais moment et qui a été contenue pendant trop longtemps, ça donne des dégâts. Et t'imagines, je sais pas, dans un couple, un truc qui a été contenu pendant super longtemps et d'un seul coup ça explose et paf, séparation par exemple, tu vois. Il y en a plein des exemples comme ça. Et pour ça, tu vois, c'est exactement le... Donc ça, c'était un exemple, tu vois, parmi tant d'autres de ce que j'aborde dans ce chapitre, qui est beaucoup tourné autour des processus intérieurs, et du coup, il y a toute une partie sur les émotions. Mais c'est vraiment ce genre de métaphore où finalement, l'univers d'Harry Potter peut vraiment nous faire prendre conscience de à quel point est-ce que finalement, ce qu'on crée
dans notre vie, dans nos émotions, dans nos perceptions, vont venir transformer notre réalité aussi. Ouais, c'est beau, merci beaucoup. Je te propose qu'effectivement, on parle un petit peu plus de tes chapitres et de l'idée principale qu'ils contiennent. Donc, on a déjà parlé un petit peu des deux premiers chapitres. Le premier chapitre, au cœur du chapeau magique, l'identité et la connaissance de soi, c'est effectivement ce voyage intérieur, le début du voyage et donc du coup la réalisation de je suis un sorcier, je peux créer ma propre réalité, etc. L'idée de jouer et de venir apporter les quatre maisons en soi. Ouais, et surtout une notion importante, pardon, je te coupe, mais une notion très importante, c'est que le voyage commence toujours par l'émerveillement. Toutes les personnes qui lisent Harry Potter, qu'elles soient enfants ou adultes, elles sont toutes rentrées par la porte magique de Ah, waouh, trop bien! Tu vois, c'est pas comme, je sais pas, tu vas regarder adulte, tu regardes un Disney, tu vas aller regarder les métaphores, etc. Un adulte qui va regarder pour la première fois Harry Potter. Moi, je me souviens, en quatrième, on avait regardé Harry Potter en cours d'espagnol. J'avais amené euh, parenthèse, j'avais amené Harry Potter en espagnol à regarder en DVD en cours d'espagnol. Donc la prof elle dit let's go, on regarde Harry Potter et en fait elle connaissait absolument pas. Et du coup tout de suite elle réagit en, oh mais c'est un chat, mais qui se transforme en professeur, oh, mais c'est incroyable, waouh c'est trop beau. Pour moi ça a été très symbolique, c'est-à-dire qu'à chaque fois toutes les personnes qui ont enfin qui ont lu ou vu les Harry Potter en étant adultes, pas depuis l'âge de l'enfant, ils l'ont regardé depuis leur connexion à leur enfant intérieur. Et ça, pour moi, c'est hyper symbolique, c'est que tous les adultes dans l'univers d'Harry Potter, tous les adultes sorciers, ont gardé cette connexion à leur enfant intérieur. Ils ont tous leur petit grain de folie. Tu regardes Dumbledore. Tu vois, Dumbledore avec son amour des bonbons au citron, qui s'habille n'importe comment, qui est un peu foufou. Hagrid qui fait des fautes d'orthographe, tu vois, qui paraît comme un grand enfant. Monsieur Weasley qui s'intéresse à tous les trucs un peu farfelus moldus et qui est super excité en mode Oh mais c'est génial, des Félétones et des prises éclectiques, etc. Ils ont tous ce petit grain de folie intérieur et tu vois, cette magie de je me connecte à mon enfant intérieur, un truc qui me fait vibrer, qui me fait briller les yeux. Et pour moi, c'est ça, en fait, la porte d'entrée principale. Et à partir du moment où on se connecte à cet émerveillement, bah derrière, en fait, ta vie, elle peut que devenir plus belle. Et pour moi, c'est ça le déclic, tu vois, initial que Harry Potter il apporte, mais que du coup, on peut aussi vraiment transposer dans notre vie et se rendre compte que finalement, tout peut être source d'émerveillement. J'adore. Ouais. Donc ça, c'est vraiment le chapitre 1, l'identité et la connaissance de soi. Le chapitre 2, t'en parlais aussi, l'humos dans l'ombre, se choisir et accepter toutes les parts de soi. Oui, ben une fois que on définit un peu qui on est, derrière, on se rend compte qu'il y a aussi des parties de soi qu'on n'aime pas trop. Donc il y a des parties, par exemple, si jamais je dis oui, ben je suis sociable, je suis sympa, enfin, tu vois, ou je suis drôle, par exemple, tu vois, ça c'est des choses où socialement c'est montrable, c'est acceptable, et donc du coup ça va être facile, tu vois, d'en parler. Enfin pas forcément, hein, mais en tout cas c'est ok. Tu vois, moi je suis ok d'avoir ces parts-là à l'intérieur de moi. Par contre, si jamais je te dis je suis colérique ou bien je suis rancunière, etc. Ou bien, tu vois, c'est des choses qui, pour le coup, sont pas socialement acceptables et euh, qui sont pas agréables à accepter, tu vois. Accepter je suis... en fait, ma réaction principale face à un obstacle, ça va être la fuite, et qu'en fait, il y a une forme de lâcheté en moi, que pour moi, c'est difficile de me connecter à mon courage. Bah, c'est pas facile de l'accepter, tu vois. Donc oui, je peux aller développer la capacité inverse, qui est d'aller développer du courage. Mais pour ça, ça demande aussi de connaître ses ombres, ses parts d'ombre, et de connaître les parties de soi qu'on a moins envie d'accepter. Et pour moi, Harry, c'est un excellent professeur pour ça, parce que il a le mal en lui, puisqu'il a un Horcrux de Voldemort en lui. Donc il a une part à l'intérieur de lui qu'il aime pas, en fait, et qui le ramène toujours régulièrement dans le tome 5, on voit beaucoup ça, où il y a Harry qui se bat contre toutes ces émotions hyper inconfortables, sa colère, toute la sensation d'injustice qu'il a dans tout ce tome, etc. Et du coup, qu'il n'arrive pas à s'accepter complètement. Et finalement, pour se sentir bien dans la vie, c'est aussi justement accepter inconditionnellement toutes les parties de soi. Et ça, pareil, on a un super exemple pour ça, c'est Luna qui est dans l'accueil inconditionnel, qui est incroyable. Voilà, et ça demande d'aller regarder ces émotions qui sont considérées pas, comme pas acceptables ou pas... enfin voilà, qui sont... Il y a des gens qui disent émotions négatives. Moi, j'aime pas dire ça. Je dis ces émotions qui sont désagréables, d'aller ressentir de la peur, de la colère. Et pourtant, c'est des choses qui viennent nous dire tellement et qu'on peut totalement transcender et dépasser.
et qui sont indispensables pour pouvoir progresser dans la vie, quoi. Donc finalement, le chapitre 2, c'est un peu comme un cours de défense contre les forces du mal, mais à l'intérieur de soi. C'est dans ce chapitre aussi, du coup, où tu parles de l'occlumencie? Ouais, entre autres. Ok, chouette. J'en profite Vas-y. juste pour dire, d'ailleurs, donc il y a le livre. À la fin de l'intro, vous retrouverez un QR code et en fait, il y a des bonus interactifs qui vont avec le livre. Et pour chaque chapitre du livre, j'ai créé une méditation, évidemment, qui vous emmène en immersion dans l'univers d'Harry Potter, qui est en lien avec une des thématiques du chapitre, pour vous permettre d'aller connecter justement à vos ressources différemment. Parce que des fois, le mental, il devient très présent et dans ces cas-là, on a besoin de lâcher le mental et d'aller se connecter avec un autre espace. Et c'est pour ça que les méditations, c'est assez intéressant pour aller se connecter depuis un autre espace à ses ressources intérieures. Alors, juste pour info, l'idée, c'est pas de devenir des Bouddhas ou quoi que ce soit. Et puis surtout, c'est des méditations qui sont dans l'univers d'Harry Potter, donc qui sont très accessibles à quelqu'un qui n'est jamais allé méditer. Parce que ça emmène justement dans l'univers. Et c'est l'objectif, c'est vraiment de rendre les choses ludiques, faciles et agréables pour des personnes qui sont fans d'Harry Potter. Et je tiens à préciser que moi, j'en ai testé une ou deux et que je déteste la méditation. L'idée de la méditation, c'est un truc qui m'énerve au plus haut point. Et j'ai beaucoup aimé. C'était très agréable. Justement, j'ai testé celle de l'occlumencie, par exemple. Et c'était très agréable, ouais. Bah, c'est cool parce que du coup, toi, t'as tout testé en premier, quoi. Je suis une VIP. Ou une cobaye. Non, garde VIP, c'est mieux. Ouais, un peu mieux. Je le vis un petit peu mieux. Donc le chapitre 3, pour revenir sur le sommaire, ça va être embrasser sa mission dans le monde, devenir l'élu de sa vie. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais. Alors, bah, tu sais, il y a une des questions qui est essentielle, qui revient énormément dans tous les cas, tu sais, de personnes qui ont des crises de sens à certains moments de vie. Et c'est vraiment une question existentielle de l'homme. C'est, en fait, c'est quoi le sens de l'existence? Pourquoi est-ce que je suis sur Terre? Qu'est-ce que je suis venue faire dans cette vie, etc. Et j'adore parce que pour moi, quand on vient se reconnecter et remettre du sens dans sa vie, ben ça fait que la vie est beaucoup plus belle parce que ça te donne, enfin, tu viens te connecter à tes valeurs, tu viens te connecter à ce qui est important et tu viens te connecter à qu'est-ce que tu as envie de créer, justement, tu vois, pour revenir dans ce pouvoir créateur. Donc finalement, quand tu te reconnectes à qu'est-ce que j'ai envie de faire, pourquoi est-ce que je suis venue ici, tu vas trouver ta mission. Il y a des personnes qui disent mission de vie. Mais moi, j'aime bien voir ça vraiment dans le sens comme Harry, tu vois, qui a une mission, qui est l'élu, et on lui, plus ou moins, en fait, on lui a assigné ce truc de il faut que tu fasses ça. Alors évidemment, il y a plein de questions qui se posent. Est-ce que déterminisme, etc., tu vois, sur la question aussi des prophéties. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui se posent ce genre de questions par rapport à l'astrologie. Est-ce que c'est quelque chose qui est déterministe ou est-ce que j'ai du libre arbitre, etc. Et de la même manière, par exemple, que Harry, tu vois, quand il est face à ce truc de ah, mais je dois tuer Voldemort, quand il découvre la prophétie, Dumbledore, il lui dit mais tu dois, mais oui, tu le dois, mais pas à cause de la prophétie. Juste parce que c'est ce que ton cœur te dit de faire. Ton cœur te dit va au bout de ce truc-là, en fait. Et c'est la même chose, tu vois, c'est-à-dire que, par exemple, quand on te dit, et c'est pas, moi je trouve pas ça intéressant qu'on te dise ce que c'est que ta mission de vie, ce qui est important, c'est que tu la trouves, que tu trouves ce qui donne du sens et ce qui fait du sens pour toi. Et derrière, et ben en fait, justement, c'est quelque chose qui vient vraiment du cœur. C'est quelque chose qui vient d'une, tu sais, le courage, on dit que ça vient de la rage au cœur. Le courage, en fait, c'est de dériver. Et c'est vraiment ça, c'est cette rage dans le cœur de dire, oh, mais en fait, ça, c'est super important pour moi. Alors j'y vais, tu vois. Et derrière, et ben en fait, quand tu as trouvé cette mission, ta mission à toi d'élu dans ta vie, et bien derrière, c'est qu'est-ce que tu vas mettre en place. Évidemment que l'élu, il a des obstacles, tu vois, c'est ce fameux mythe du héros de Joseph Campbell, c'est quelque chose qui est beaucoup partagé dans le mythe du héros qu'on retrouve dans tous les cycles, hein, pas que dans Harry Potter, mais ça existe dans Le Seigneur des Anneaux, etc. À chaque fois, il y a un mythe de comment est-ce que le héros va faire à travers son chemin, à travers cette quête. Et finalement, c'est des choses qu'on peut appliquer dans notre vie aussi, finalement, et d'aller voir les obstacles qu'il peut y avoir. Donc, forcément, Marie va se retrouver face à la problématique d'oser oser rayonner, oser se montrer, oser partager son message, notamment son message que Voldemort est revenu quand personne n'y croit.
Et du coup, bah, comment est-ce que je fais pour faire face au regard des autres? Comment est-ce que je fais pour dépasser les moqueries et aller vraiment dans ce qui est important pour moi, etc., etc. Et retrouver le chemin de mon cœur et de trouver ce qui est juste vraiment dans l'essence de ce que je suis venue apporter en fait. Et ça, c'est trop beau parce que pour moi, à partir du moment où tu es vraiment connecté à ton cœur et que chaque être humain sera vraiment connecté à son cœur, bah, le monde y sera infiniment meilleur. Ce sera vraiment un monde de sorciers, quoi. Ouais, totalement. Et puis, ça vient faire un lien avec deux choses. Effectivement, ce qu'on disait au début en lien avec l'introduction, le fait qu'il faut vraiment se créer et non pas se trouver. Et puis aussi, ça vient faire un lien, je trouve, avec le chapitre 4, manifester tout ce que l'on veut, une vie de rêve. Tu parles effectivement de la manifestation magique, Ouais. s'ouvrir au recevoir, les vibrations, etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très important. Et à partir du moment où tu t'ouvres à ça, ben, en fait, tu te rends compte qu'il y a plein de choses qui arrivent. T'en parles aussi un peu dans l'intro. Effectivement, il y a plein de moments, des petites choses qui font de nous des êtres magiques. On a l'impression que on est l'incarnation de Dieu, limite, au moment où on se dit ah ben tiens, encore une fois, t'en parles dans l'introduction, je voulais contacter telle personne, et au moment où tu prends ton téléphone pour la contacter, tu vois soit que tu as déjà reçu un message de sa part, ou alors tu vois qu'elle est en train d'écrire. C'est arrivé pour moi l'autre jour. Je me suis dit attends, faut que j'envoie un message à telle personne. Je suis allée sur la conversation, je voyais qu'elle était en train d'écrire, j'ai fait ah bah, on est connectés. C'est ça. Et tu vois, parce que ça c'est important aussi, c'est que des fois on peut tomber dans ce truc justement de dire, ah tu sais, il y a des personnes qui parlent de la pensée magique ou de, bah, enfin c'est un truc, tu vois, qui va venir en mode quick fix, tu vois, comme on dit en français. Genre en mode un claquement de doigts et c'est bon. Enfin c'est vraiment le truc de la baguette magique. Moi, mon livre, c'est pas une baguette magique. On va dire c'est une lampe torche, tu vois. Parce que, enfin, en tout cas dans le monde moldu, si jamais on part dans le monde moldu, tu vois, la baguette magique, c'est vraiment ce truc de, ah, instantanément, paf, c'est bon, c'est transformé. Non, en fait, moi, ce livre, il est là comme une lampe torche dans le sens où tu vas aller éclairer ton chemin et tu vas avancer, tu vois, et tu vas faire les pas, etc. Et c'est ça, finalement, dans ce chapitre, justement, sur la manifestation, euh, dans, tu vois, dans tous les mondes, sorciers, magiques, etc., il y a toujours la connexion à la magie, c'est ah, il y a un truc qui est apparu. Oh, il y a un chapin qui est sorti du lapeau. N'importe quoi. Un lapin qui est sorti du chapeau. On va y arriver. Et même Harry, dans le premier livre, quand il arrive sur le chemin de traverse avec Hagrid, il dit, tu sais, il y a cette phrase, il dit, oh, une baguette magique, le rêve de Harry. Mais en fait, le rêve de chaque enfant, tu vois, d'avoir une baguette magique pour dire, Axio, je veux ce truc-là. Allez, hop, je fais apparaître tel truc. Hop, c'est parti. Vas-y, j'attrape ma bouteille d'eau qui est dans la cuisine, en fait. Axio, bouteille d'eau, tu vois. Hop, tu vois, genre, enfin, tu vois, c'est le truc qu'on a trop envie, en général, Mm. quand on est connecté à ça, tu vois, la magie, le premier truc qui nous vient, c'est ce truc de manifester ce qu'on veut. Et ben, pour le coup, moi, je fais une analogie entre le cours qui est donné de transplanage dans Harry Potter 6. Alors ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on voit pas dans les films. Mais dans les livres, il y a un cours de transplanage dans le sixième tome où les élèves... euh, où les élèves reçoivent un cours de transplanage à Poudlard. Et le professeur de transplanage explique qu'il y a trois étapes pour apprendre à transplaner. Il y a 3D. Et c'est les 3D du transplanage. Est-ce que tu te souviens ce que c'est, Lucie? Direction, détermination et décision. Ouais, presque. Alors, c'est pas direction, le premier, c'est destination. C'est ça. Mais Ouais. dans les 3D du transplanage, c'est destination, détermination, décision. Et en fait, mais ça, tu peux l'appliquer à la manifestation. En fait, moi, j'ai créé les 3D de la manifestation, du coup. La première chose, c'est la destination, c'est savoir ce que tu veux précisément. Derrière, c'est la détermination, concentrer ta détermination sur ce que tu souhaites obtenir, ce que tu souhaites être, ce que tu souhaites faire. Et derrière, la décision. Je passe à l'action. C'est parti. Action, discipline, j'y vais. Voilà. Et donc, il y a tout un cours finalement de manifestation qui est transposé cet apprentissage du transplanage, mais finalement qui s'applique totalement dans notre vie à la manifestation. Et derrière, ça demande aussi d'aller retransformer ses croyances. Finalement, manifester, c'est venir créer dans sa réalité des choses qu'on imagine.
Donc passer de la pensée, passer du ressenti, de l'envie invisible, à mettre quelque chose vraiment dans la matière. Et ça, il n'y a rien de plus magique que ça. La magie, c'est quoi? C'est de faire passer ce qu'il y a dans l'invisible, dans le visible, dans le concret, dans la matière. Donc c'est ça, c'est la même chose. Et quand tu commences à comprendre que finalement, tu crées ta propre réalité, ça veut dire que c'est aussi tes croyances, tes pensées et tout le monde intérieur que tu as qui vient créer ta réalité. Donc si jamais tu as une réalité de merde ou tu as une réalité de moldu, tu peux aller transformer tes croyances pour venir créer des croyances de sorcier et reprogrammer ton cerveau d'une certaine manière pour pouvoir créer ta réalité magique derrière. Si on continue avec le chapitre 5, il s'appelle Vers l'acceptation de la mort avec Harry. Bah ouais, vers l'acceptation de la mort avec Harry. Finalement, si on résume l'histoire et l'intrigue de Harry Potter, des 7 Harry Potter, c'est Harry se bat contre le méchant Voldemort qui veut devenir immortel. Et du coup, Harry doit se débrouiller pour l'empêcher de devenir immortel et le faire redevenir mortel en détruisant ses Horcruxes. Mais pour pouvoir arriver à ça, Harry va devoir accepter de marcher volontairement vers sa mort, de mourir de la main de Voldemort pour pouvoir battre Voldemort. Donc, vraiment, le chemin qui est proposé à travers tous les tomes, c'est vraiment plus passer de l'illusion qu'il y a dans le premier tome, en anglais ça s'appelle quand même Harry Potter et la pierre philosophale, qui est l'illusion de l'immortalité, à Harry Potter et les reliques de la mort. Et donc les reliques de la mort, c'est quoi? C'est les objets qui te font devenir le maître de la mort, pas au sens de je dépasse la mort, mais de je l'accepte avec humilité pour me laisser traverser par elle au bon moment. Voilà. Et pourquoi est-ce que c'est important de d'accepter la mort dans notre monde? C'est parce qu'en fait, aujourd'hui, en particulier en France, mais dans beaucoup de cultures, la mort reste un tabou. Ça reste que quelque chose qu'on n'a pas le droit de mentionner. Je sais que c'est un sujet qui te passionne, Lucie. C'est un sujet qu'on n'a pas le droit de mentionner. C'est un sujet on est dans le déni, finalement, tu vois, de cette fatalité. Parce qu'au final, la vie, spoiler, personne n'en sort en vie, hein. On en sort tous dans le même état, on en sort tous morts. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui ont peur de la mort. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a des personnes qui ont envie de créer un mouvement de transhumanisme, où on va faire devenir des hommes, des machines, etc., en reniant notre humanité, alors qu'en réalité, c'est en se reconnectant à notre propre humanité, en se reconnectant à notre nature d'humain mortel, que notre vraie magie, elle va éclore. Voilà. J'adore, effectivement, c'est un sujet qui me passionne et je suis sûre que tu l'abordes très bien. Et c'est un thème qui est essentiel parce que, en plus, on sait, pour le coup, il y a des choses où il y a des suppositions, il y a des théories, etc. Mais on sait que J.K. Rowling a écrit la saga en étant dans le deuil de sa mère qui était décédée. Et finalement, cette énergie de deuil l'a traversée et il y a énormément d'analogies avec Harry qui a perdu ses parents, etc. Et Harry doit faire le deuil d'accepter ses parents. Un des premiers trucs que Dumbledore lui dit, c'est on ne peut pas faire revenir les morts à la vie. C'est une des rares choses que la magie ne peut pas faire. La magie, il y a des limites. C'est les lois de Gamp pour Ouais, les Potterhead avertis. Et une des limites, c'est la magie ne peut pas faire revenir les morts à la vie. ouais. Aussi bien que beaucoup de personnes aimeraient le souhaiter et que parfois la pierre philosophale, pardon, pas la pierre, la pierre de résurrection pourrait nous le faire imaginer. Bah non, en fait, c'est pas possible. Ouais, et c'est super intéressant aussi parce que le monde d'Harry Potter ne nous laisse pas le choix que celui de la supposition de l'existence de l'âme. Alors là, pour le coup, on rentre dans une dimension qui est plus spirituelle, Mm. mais finalement, si on se penche sur ce qui se joue dans Harry Potter, en fait, l'âme existe, forcément. Parce que, bah voilà, déjà, Voldemort, il sépare son âme en plusieurs parties. Il y a des créatures, les détraqueurs, qui vont aspirer ton âme si jamais bah, il se rapproche de toi, etc. Donc en fait, on se pose même pas la question de est-ce que l'âme existe? L'âme existe, point. Et derrière, moi, ça fait partie de mes croyances. Donc après, peut-être qu'il y a des personnes qui vibrent pas avec ça. Mais en tout cas, moi, ce que j'aime bien, c'est de proposer au lecteur de venir avec sa vision un peu comme Luna Lovegood, avec une vision décalée et de dire, tiens, les explorations, peut-être qu'il y a des choses où je suis pas d'accord ou qui vont me paraître curieuses ou qui sont pas dans mon prisme personnel de pensée. Mais et si je le regardais en mode, ok, let's see, est-ce que ça serait possible d'imaginer les choses différemment? De sortir de mes croyances, de mon prisme de pensée et de m'ouvrir à, tiens, ça ferait quoi d'aller dans la tête de quelqu'un d'autre et ça ferait quoi d'aller tester d'autres croyances pour voir ce que ça fait.
C'est vraiment l'idée, hein, Mm, parce qu'après, derrière, bah, j'ai pas de solution, tu vois, j'ai pas de réponse de quoi que ce soit. De toute manière, bah, pour pouvoir savoir ce qu'il y a après la mort, il faut le vivre, tout simplement. Et puis, bah, encore une fois, personne n'en revient. Donc, bah voilà, derrière, par contre, c'est intéressant parce que ça amène des notions de spiritualité qui sont justement dans cette essence humaine. L'être humain est quand même le seul animal qui a une dimension spirituelle. C'est le seul animal qui enterre ses morts, qui a une cérémonie, un rite religieux, enfin un rite funéraire quand il y a quelqu'un qui meurt, en fait. Les autres animaux n'ont pas ça, en fait, dans la nature. Donc c'est vraiment une spécificité mm, de créer ce rite de transformation, en fait, au moment de la mort. ouais. Dans l'avant-dernier chapitre, le 6, il s'appelle Au-delà des apparences, au-delà du visible, l'essence de la magie. Tu parles du champ de l'invisible, de la différence entre la réalité et l'illusion. Tu veux nous expliquer un peu plus? Ouais, alors, le chapitre 6 et 7, c'est un petit peu comme les années d'Aspic à Poudlard, tu vois. C'est-à-dire que concrètement, les 5 premiers chapitres, ils suivent un parcours où au fur et à mesure, tu commences par la base et puis tu rajoutes des couches au fur et à mesure, tu vois. Et ensuite, les années 6 et 7, c'est vraiment genre, allez, on y va à fond dans l'expérimentation de on devient des sorciers, mais pour de vrai, quoi. On devient des magiciens, mais pour de vrai. Donc les chapitres 6 et 7, c'est vraiment beaucoup plus poussé dans c'est quoi la magie et c'est quoi le parcours de transformation intérieure qu'on veut vivre. Donc effectivement, moi je l'explique, c'est que dans la magie, on va toucher à ce qu'il y a au-delà du visible. Tu vois, dans l'introduction d'ailleurs j'en parle, je dis qu'il y a des personnes qui sont très très cartésiennes, des moldus qui ont un peu le syndrome de l'oncle Vernon, qui dit je crois que ce que je vois. En réalité, l'essence de la magie, c'est de croire au-delà de ce qu'on voit et se rendre compte qu'il y a des choses qu'on ne voit pas, des choses qui ne sont pas, ouais, qui sont pas de l'ordre du visible, qui sont pas de l'ordre du matériel, mais qui existent malgré tout. Et derrière, bah, quand on va voir, enfin voir, quand on va ressentir plutôt ce qui se passe dans ce champ invisible, c'est là que la vraie magie va se passer. Donc ça va permettre d'aller comprendre ce qu'il peut y avoir derrière une notion de sacré, tu vois. Pareil, la notion de sacré, c'est quelque chose qui a été défini et inventé par l'être humain. Et donc derrière, quel est le regard que tu portes sur les choses? Qu'est-ce qui est une certitude? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Comment traverser les moments de doute aussi? Parce qu'en fait, dans les moments de doute, de vulnérabilité et d'impuissance,